bienvenue. Beaucoup de crimes sont commis sur le continent africain et il y a quelques procès qui ont exposé les fils d'Afrique à la Cour pénale internationale. On peut citer Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire, Jean-Pierre Bemba de la RDC ou Mathieu Ngonjolo également. En ce moment, il y a quelques ressortissants, dont cet Ougandais qui a été appréhendé en Centrafrique. Mais il y a aussi beaucoup de crimes qui sont commis et qui ne sont pas, ou qui ne font pas l'objet d'enquêtes et de poursuites, non seulement à travers l'Afrique, mais aussi à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le deuxième vice-président de la Cour pénale internationale, qui est, heureusement, un Congolais. Et avec lui, nous allons essayer de comprendre d'abord l'origine, ou plutôt ce qui a milité à la mise en place de cette Cour internationale. Ensuite, comment fonctionne-t-elle? Est-ce qu'il y a la différence entre la CPI et la Cour internationale de justice? Comment faire pour que ce pays soit justement équitable vis-à-vis de tous les crimes commis à travers le monde? Des questions qui doivent retrouver des réponses avec notre invité du jour, M. Antoine Kessiambe Mindoua, deuxième vice-président de la Cour pénale internationale. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Jean-Marie Kassamba. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de m'adresser à vos téléspectateurs et évidemment à nos compatriotes. Je profite de cette occasion pour saluer le travail immense que vous faites, parce que pour moi, c'est la première fois d'arriver dans votre maison, dans cette chaîne de télévision. Alors, je suis à votre disposition pour répondre aux questions que vous avez prévues pour moi. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. J'aimerais dans un premier temps que, à travers ces écrans qui vous entourent, qu'on puisse vous découvrir. Ensuite, nous aurons une série de découvertes à voir. Nous, c'est les téléspectateurs qui, à travers le monde, nous suivent et essayent de comprendre un peu les choses, comment elles fonctionnent. Parce que je sais que cette émission, nous l'avons attendue depuis très longtemps, d'autant plus que la RDC fait l'objet de beaucoup de situations malheureuses, qui malheureusement d'ailleurs ne sont pas souvent suivies par la CPI. On regarde votre portrait et on se retrouve. Je, Antoine Kessiambe Mindoua, déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience. Nous sommes le 11 mars 2021. Le juge congolais Antoine Kessiambe Mindoua est élu deuxième vice-président de la Cour pénale internationale à l'issue d'une élection à distance en raison des restrictions imposées par la Covid-19. Un rendez-vous au cours duquel les juges de la Cour pénale internationale réunis en séance plénière ont élu la nouvelle équipe dirigeante de cette institution. Né en 1956, ce ressortissant de la République démocratique du Congo a fait ses études de droit et des sciences politiques à Kinshasa, à Nancy et à Strasbourg en France, ainsi qu'à Genève en Suisse. Après avoir obtenu son doctorat en droit international à l'Université de Genève en 1995, il a successivement travaillé comme juriste et chef de l'unité des procédures judiciaires au tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha en Tanzanie de 1996 à 2001 et comme juge de première instance au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à La Haye aux Pays-Bas depuis 2006 jusqu'à ce jour sans interruption. Le juge Mindoua a également été ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la Confédération helvétique à Berne en Suisse et représentant permanent auprès des Nations Unies à Genève de 2001 à 2006.
Durant ses fonctions à Genève, le docteur Mindoua a exercé plusieurs fonctions multilatérales. Il a notamment été vice-président du comité exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, président du groupe des 77 et la Chine et coordinateur du groupe des 21 à la conférence des Nations Unies sur le désarmement. Professeur d'université à Kinshasa et à Genève, il enseigne le droit international public ainsi que le droit international pénal. Antoine Mindoua, membre de la CPI depuis le 11 mars 2015, avec un mandat qui court jusqu'au 11 mars 2024. Un cursus élogié pour l'actuel 12e vice-président de cette juridiction internationale, débuté par des affectations à la chambre préliminaire 2, la chambre de première instance 8 et la chambre de première instance 10. Il a également été président de la division préliminaire du 10 avril 2018 au 10 avril 2019. En 2018, il est chargé d'examiner la demande de la procureure Fatou Bensouda pour que la CPI statue sur la compétence à l'égard des expulsions de Rohingyas du Myanmar vers le Bangladesh. Toujours en 2018, il préside les auditions d'Alfred Yekatom, un ancien chef de milice accusé d'atrocités présumées contre des musulmans en République centrafricaine. En 2020, il fait partie du panel des 3 membres qui jugent l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, qui avait été acquitté de crimes de guerre par le tribunal en 2018. Le deuxième vice-président Antoine Kessiambe Mindoua, aux côtés du président Ovmanski et du premier vice-président, la juge Luz del Carmel Ibanez Carranza, assure la présidence de la Cour pénale internationale, une institution qui joue un rôle clé en assurant le leadership stratégique de la CPI dans son ensemble et se coordonne avec les autres organes et sollicite l'accord du procureur sur des questions d'intérêt commun. Monsieur le juge, Oui, bienvenue sur Télé 50. merci encore une fois. Vous êtes en quelque sorte un homme prestigieux. Vous êtes au niveau international parmi ceux qui comptent et ceux qui sont consultés pour parfois changer les destins des gens. On va avoir une discussion ensemble beaucoup plus claire et surtout simple pour que nos compatriotes qui ont une appréhension sur la CPI puissent essayer un peu de comprendre. D'abord, comment vous êtes arrivé à vous insérer dans cet environnement un peu restreint de la justice internationale? D'abord, je voudrais faire une remarque sur la présentation qui a été faite pour saluer le professionnalisme de vos journalistes quant à la qualité des images et au texte qui a été lu. Et je voudrais dire aussi à titre personnel que c'est effrayant d'écouter ce qui se dit là-bas. On dirait que c'est à l'occasion de mon décès. Mais bon, c'est valorisant pour vous. C'est très valorisant. Tout à fait. Merci beaucoup. Il y a tellement de juristes ici à Kinshasa, des grands professeurs d'université, qui rêveraient d'être à votre place. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, votre question, c'était... Comment avez-vous fait? Oui, Parce que j'ai appris que vous avez étudié ici en RDC, oui. Vous avez complété votre cursus en France, à Nancy, et aussi un peu en Suisse. Oui. Mais c'est pas évident, il y a énormément de Congolais qui font un peu ce cursus, mais qui se retrouvent à lire des coupures des journaux dans des cafés, ou qui se baladent chômeurs des années, sans pour autant percer les milieux internationaux, notamment de la justice. Oui. Tout à fait. Mais bon, mais ça, je peux dire que c'est le travail. Il faut avoir l'amour du travail bien fait et aussi peut-être la détermination et l'ambition. Ça peut être dû aussi à mon passé, hein, parce que moi, je fais le petit séminaire à Kalonda, dans le Bandundu. J'ai fait le grand séminaire de la philosophie à Maïdi. Et nos professeurs, à l'image de Saint-Augustin, disaient toujours « Isti and istai, isti et istai, kormonego ». Si eux, celles
cela et celle-là peut faire, pourquoi pas moi? Pourquoi pas vous? Voilà. Et vous êtes animé de ces préceptes-là, pourquoi pas moi? Voilà, pourquoi ne pas arriver jusqu'à la CPI? Exactement. Et donc c'est un peu ça. Alors j'ai fait la faculté de droit ici à Kinshasa, comme la plupart de mes amis. Dans ma promotion, j'ai par exemple le professeur Bochab. Ah oui? Tout à fait, qui est de ma promotion. J'ai le feu général Mokunto. Ah, l'excellent général Mokunto. Voilà, qui est de ma l'ancien promotion. auditeur général. Voilà, l'auditeur général de Forces armées. Donc voilà, après ça, vous l'avez dit, je suis allé en France et puis j'ai travaillé à Arusha. Et de fil en aiguille, voilà. Est-ce que c'est facile lorsqu'un Congolais comme vous vous retrouvez dans cet environnement? Comment ça s'apprécie? C'est du point de vue compétence, c'est du point de vue chance, ou il y a aussi de l'opportunisme? Encore une fois, je dois dire que c'est le travail. Oui. Parce que je me rappelle, quand j'ai fini le doctorat à Genève en 1995, bon, comme il était d'habitude, comme il était de notre habitude, nous, Genevois, à l'époque, les choses allaient faire un stage aux Nations Unies. Et à l'époque, mes chefs me demandaient tout le temps de quelle nationalité êtes-vous? Oui. Et quand je disais que j'étais zaïrois, ils disaient que c'était impossible. Parce que les Zaïrois, ils venaient en retard au travail, ils allaient dans des bistrots. À l'époque, il y avait en France voisine un cabaret célèbre qu'on appelait le Makumba. Alors on me demandait si je connaissais le Makumba, si j'allais danser là-bas tout le week-end. Moi je disais qu'évidemment ce n'était pas le cas. Bon, donc je travaillais tellement bien, selon ce qui m'avait été dit, à telle enseigne que mes supérieurs me laissaient le travail et parfois aller en mission, aller faire d'autres choses. Et quand les gens venaient, ils pensaient que j'étais moi l'officier titulaire. Alors je pense que c'est un peu à cause de tout ça que finalement, bon voilà, j'allais l'oublier et je suis devenu ambassadeur à Genève. Et puis à Berne également, notre ambassade était très petite parce qu'on n'avait pas les ressources, on n'avait pas le personnel. Mais comme je voulais travailler, je couvrais la conférence sur le désarmement, je couvrais les Nations Unies elles-mêmes déjà, je couvrais l'Organisation mondiale du commerce, et je vous ai dit aussi que j'étais ambassadeur à Berne. Alors, lorsque on fait de la diplomatie multilatérale, c'est à tour de rôle qu'on s'est choisi les différents chefs pour travailler au nom des autres ambassadeurs. C'est ainsi qu'on a annoncé là-bas tout à l'heure que j'étais par exemple vice-président du comité exécutif du Haut-Commissariat aux réfugiés. Je suis devenu président du groupe de 77 plus la Chine, c'est-à-dire je dirigeais 163 à peu près ambassadeurs des pays qui se disaient non alignés à l'époque. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous faites une réunion, il faut produire les rapports. Et ce rapport, souvent, il faut le faire en français et en anglais. Alors, lorsque nous on terminait nos réunions à 18h, je rentrais dans ma mission, dans mon ambassade, avec mon conseiller, et puis on préparait le rapport. Pendant que lui, il tapait le rapport en français, moi je le traduisais en anglais, et puis on le tapait en anglais, on l'envoyait la nuit même, à l'époque c'était les fax, on envoyait à toutes les ambassades, et le lendemain, toutes les délégations avaient le document. À tel enseigne que mes collègues me demandaient, mais monsieur l'ambassadeur, comment vous faites? Vous avez combien de gens dans votre ambassade? Parce que vous êtes toujours à jour et dans les deux langues de travail. Alors moi je disais évidemment que c'est mon secret, je ne pouvais pas divulguer le nombre de mes collaborateurs, de mes diplomates, mais voilà. Alors c'est un peu ça, juste laissez-moi terminer. Alors c'est à cause de ça, je pense, lorsqu'il a fallu élire les juges du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, vous savez, c'est un tribunal qui était destiné à juger les crimes commis dans l'ex-Yougoslavie, donc pour les Européens, en principe. J'ai demandé au président Kabila, qui était aux affaires à l'époque, l'autorisation de me présenter à l'élection, comme il était soucieux que le pays soit quand même représenté au niveau international. Il a accepté, et je le remercie. Je me suis présenté à l'élection, comme j'étais un ambassadeur connu, très travailleur, très compétent. Je ne me lance pas de fleurs, mais c'est la vérité. C'est à ce moment-là que j'ai été élu. Et tenez-vous bien, j'ai été élu numéro 2 en nombre de voix.
quand on va à une élection pour être juge au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, c'est toute la communauté internationale, c'est tous les pays qui sont intéressés, qui envoient leurs juristes les plus chevronnés. Et à ce moment-là, on se mesure au niveau international. Voilà, j'ai été élu, et puis voilà. C'était Merci beaucoup. Alors, voilà. Question des principes, et puis on va passer maintenant à la découverte de la CPI. Ouais. Il est dit que les Congolais, et ceux qui nous suivent doivent m'excuser, n'ont pas la réputation de publier, n'ont pas la réputation, lorsqu'il y a des réunions, par exemple, des conférences, de prendre de bonnes notes, de se faire remarquer par les interventions, et qu'enfin, les Congolais n'osent pas se présenter à des challenges sur le plan international. Info Ontox. Les deux. Parce que je connais des compatriotes qui sont très compétents, qui... mais qui ne se font pas voir, hein? Oui. Ça, ils se cachent beaucoup. C'est peut-être à cause du tempérament personnel ou à cause des fonctions. Moi, par exemple, c'est la première fois que je viens sur cette chaîne de télévision, sur votre plateau, et pourtant j'arrive au Congo de temps en temps, mais je ne me présente pas à la presse. Donc on reste un tout petit peu caché, si vous voulez, mais j'ai des compatriotes qui sont très capables, qui publient, qui écrivent, qui sont au niveau international. Alors, je vous ai invité, c'est parce que vous êtes le deuxième vice-président de la Cour pénale internationale. On a découvert cette cour juste après une cour similaire qui a été mise en place pour juger les crimes de génocide au Rwanda. Et puis surtout, lorsqu'il s'agit de certaines affaires symboliques, notamment l'affaire de l'arrestation de Jean-Pierre Bemba, notamment Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, mais aussi l'ancien président et vice-président du Kenya, Kenyatta et Ruto, etc. C'est quoi, qu'est-ce qui a milité pour la mise en place de la CPI et c'est quoi la CPI finalement? Mais merci beaucoup pour cette très intéressante question et très difficile. Elle me demanderait beaucoup de temps pour la développer, hein, mais je vais essayer d'être bref. Vous voyez, depuis l'origine, depuis la nuit des temps, les guerres ont toujours été totales. C'était des guerres sans merci, où il n'y avait pas de quartier. Et depuis l'époque des Grecs, des Romains, en passant par le Moyen-Âge. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, en réalité, où, pour la première fois, nous avons l'idée d'avoir une juridiction criminelle pour s'occuper des crimes commis pendant la guerre. C'était le tribunal militaire international de Nuremberg. Et ça, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale. Pour les crimes du régime nazi. Exactement. Oui. Et puis le tribunal de Tokyo pour l'Extrême-Orient. Et ensuite, pour rien, peut-être à cause de la guerre froide, jusqu'à la chute de l'Union soviétique et de l'ex-Yougoslavie, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le Conseil de sécurité, Laurent Gbagbo, pendant la guerre, a créé un tribunal ad hoc, celui destiné à juger les crimes commis en ex-Yougoslavie. Et c'était en 1993, et immédiatement l'année suivante, c'était la création du tribunal pour le Rwanda, pour les massacres et les génocides commis là-bas. C'était le tribunal ad hoc, destiné à s'occuper d'un litige déterminé. En latin, nous disons ad hoc, pour un sujet précis. Alors, et depuis, ces tribunaux étaient destinés à être fermés. D'ailleurs, nous les avons fermés d'ailleurs. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? L'humanité n'a jamais eu une cour criminelle permanente. Ça, c'est terrible. C'est-à-dire que cette idée a germé déjà depuis longtemps, et puis elle a refait surface dans les années 90. En 1998, le 17 juillet, à Rome, un traité a été adopté par la conférence de plénipotentiaires convoquée par les Nations Unies, et ce traité a été appelé le traité de Rome, qui a créé la Cour pénale internationale. Cette Cour a pour mission, justement, de s'occuper, de lutter contre l'impunité et essentiellement les crimes
internationaux, dont les crimes de génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre et le crime d'agression. Donc voilà, ça c'est le motif, se battre contre l'impunité pour que plus jamais on ait des situations qu'on a vécues dans le passé et qui restent impunies. Tout cela pour le plus grand bénéfice des victimes. Parce que nous devons tous, tout le temps penser aux victimes de ces crimes. Alors, monsieur le juge, c'est très bien l'historique comme ceci. Mais il y a quand même ce traité de Rome qui devait être signé, avalisé par ceux qui ont censé, ou plutôt qui ont pensé, établir la vérité, ou pour ne pas dire la liberté et la justice internationale. Il y a un paradoxe. La première puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique, qui ont dit c'est la première démocratie, les combattants de la liberté, ils n'ont jamais signé ces traités de Rome. Premier paradoxe. Deuxième paradoxe, des pays comme l'Israël, ou même, je dirais, l'ancienne Union soviétique, aujourd'hui la Russie. Comment voulez-vous faire la justice internationale lorsque ceux qui sont derrière beaucoup de conflits, et qui ces mêmes conflits génèrent beaucoup de crimes, ne valident pas cette cour? Oui, ça c'est un problème très sérieux, surtout pour un professeur de droit international comme moi. Oui. Vous voyez, au niveau national, nous avons un Parlement national qui promulgue des lois pour la nation. Nous avons un gouvernement national central qui dirige, et nous avons le judiciaire. Au niveau international, ce n'est pas le cas. C'est en quelque sorte une société inorganisée qui est faite de nations souveraines. Et donc, il n'y a pas d'autorité nationale, d'autorité centrale. Et il n'y a pas de parlement. C'est ainsi que, pour arriver à nous entendre, nous devons accepter d'abandonner tant soit peu chacun une partie de sa souveraineté pour avoir des règles communes sur lesquelles nous pouvons nous entendre. Alors, pour revenir à notre histoire de la Cour pénale, Oui. à Rome, en 1998, c'était une conférence convoquée par les Nations Unies. Donc les Nations Unies, c'est tout. Les 5 membres permanents Ils étaient là. Ils étaient là. Oui. Alors, le 17 juillet 1998, les États-Unis avaient signé, la Russie avait signé, beaucoup de pays ont signé. Mais vous savez, nous, dans la diplomatie, hein, j'en profite, je suis diplomate aussi, quand il y a une réunion internationale, ce sont les représentants de l'exécutif qui signent, l'ambassadeur ou bien le ministre des Affaires étrangères, et ils doivent retourner chez eux pour que ce document signé puisse être ratifié au Parlement, de sorte que ça devienne une loi et donc un traité international. C'est à ce moment-là que les choses ont bloqué. Parce que lorsque les États-Unis, les représentants des États-Unis sont retournés chez eux, le Congrès américain a refusé. Alors, le Congrès a refusé, et les Russes ont fait de même. Et puis, je vous citerai aussi la Chine. Et on avait dit que ces congrès n'avaient pas accepté parce que les États-Unis ne veulent pas que leurs ressortissants, leurs militaires ou leurs dirigeants soient poursuivis au plan international, notamment par cette Cour internationale. Alors, comment voulez-vous? C'est pour ça que j'ai posé cette question avec la thématique. Oui. Que les Africains vous donnent crédit, vous, la Cour pénale internationale, Oui. lorsque les grandes puissances elles-mêmes ne ratifient pas ces traités de Rome. Et pour preuve, Oui. Israël a été plusieurs fois épinglé, pas de poursuite. Oui. En ce moment, ce qui se passe en Ukraine, on essaye de taquiner en quelque sorte la Russie. La Russie dit, je ne suis pas signataire. Oui. Les États-Unis non plus par rapport à ce qui s'est commis en Irak, en Libye, un peu partout. Eh bien, on ne peut pas le poursuivre. Donc, cette cour, vous l'avez mis en place pour nous les Africains. Non. Pardon. Et voici la première victime, c'est lui, le monsieur. Oui. Bon, alors, vous me demandez. Tout à fait. Vous me posez beaucoup de questions au même moment. Alors, j'ai envie de répondre. Oui, tout à fait. Oui, s'il vous plaît. Alors, bon, alors, on va faire ça dans l'ordre. D'abord, ce n'est pas une cour pour les Africains, parce que, comme je l'ai dit, le traité a été signé à Rome par presque tous les États. Oui. Mais au niveau de la ratification, il y a des résistances. Alors,
notre intérêt, parce que c'est comme dans le cours de récréation dans une école. Oui. Il y a un jeune homme très fort qui veut battre tout le monde, il ne veut pas respecter le règlement, et donc les faibles ont intérêt à ce que le règlement soit appliqué. C'est ça. Voilà, donc c'est notre situation. Nous avons beaucoup de nations, et notre intérêt, c'est de renforcer la Cour pour que ceux qui sont en dehors puissent avoir honte. Puissent être gênés, de sorte qu'ils puissent nous rejoindre. Et nous sommes en train de travailler à avoir les ratifications de tout le pays. Nous y arriverons, en tout cas c'est mon espoir. Bon, maintenant, pour le moment, je peux vous dire que la Cour ne poursuit pas seulement les Africains, parce que nous avons des dossiers dans tous les continents. Nous avons des Georgiens que nous sommes en train de poursuivre, nous avons en Amérique latine, nous avons le dossier du Venezuela, nous avons le dossier en Colombie, en Afrique... Tout ça, ça fait le tiers-monde, monsieur le juge. Parce que je vous ai parlé de l'Irak, oui. Je vous ai parlé de la Syrie, je vous ai parlé de la Libye, je vous ai parlé aussi de ce que certaines grandes puissances ont commis. En ce moment, il se passe des choses en Afrique de l'Ouest, là-bas au Mali et au Burkina Faso. Oui. La Cour n'a jamais initié aucune enquête. Revenons un tout petit peu sur... Non, attendez, pardon, excusez-moi, il faut que je réponde. Parce qu'il faut que je réponde pour la Cour. Oui. D'abord, il y a un problème de compétence. Oui. Parce que nous ne travaillons pas en l'air. Nous appliquons le traité de Rome, qui est notre statut, en fait. La Cour, il y a ce que nous appelons les conditions d'exercice de notre compétence, et puis il y a des conditions préalables également. La Cour s'applique si le pays a signé. Et à ce moment-là, le territoire de ce pays, lorsqu'il y a des infractions, des crimes, nous intervenons là-bas. Et aussi par rapport à la nationalité. Si un représentant, un national d'un pays qui a signé commet un crime, nous pouvons intervenir. Alors, quand vous parlez des grandes puissances, ça me fait penser à l'Afghanistan. L'Afghanistan est notre membre. Oui. Et les militaires américains et les militaires européens de l'OTAN, déjà de l'OTAN, oui, si vous voulez, ont été accusés d'avoir commis des crimes là-bas. Nous avons été saisis, le procureur nous a demandé l'autorisation et nous avons autorisé le procureur à poursuivre. Donc, nous sommes, en ce moment, nous avons des dossiers en Afghanistan qui sont en train d'être traités. Alors, est-ce que vous savez, sans vous couper, est-ce que vous savez que l'ancien président Trump oui. et les États-Unis ont interdit et sanctionné d'ailleurs l'ancien procureur Fatouma Bensouda de ne pas mettre ses pieds aux États-Unis, et même, on a dit même, c'est bien gelé. C'est exact. Oui. C'est un executive order du président Trump, oui. Mais heureusement qui a été levé par le président Biden. Oui. Je peux vous confirmer aujourd'hui que nous sommes en très bon terme avec les États-Unis et que nous sommes en train de travailler sur des dossiers de terrain commun. Le mois passé, ou il y a 2 mois, nous avons reçu une délégation parlementaire des États-Unis à la Cour. Nous, la présidence, nous avons reçu cette délégation composée des sénateurs républicains et démocrates et du Sénat et du Congrès pour discuter des sujets d'intérêt commun. Donc, de nouveau, nous sommes en bon terme et je précise qu'ils n'ont pas ratifié. Ils n'ont pas ratifié. Jusque-là, ils n'ont toujours pas ratifié. Ils n'ont pas ratifié. Ils étaient venus en visite de courtoisie. Bon, de travail. Oui. Alors, nous sommes en bon terme. Ça signifie que nous gardons toujours espoir que nous allons nous entendre. Donc, la procureure Fatou Bensouda avait été sanctionnée, c'est exact. Pourquoi? C'est parce que nous avions décidé de poursuivre les militaires de pays que j'ai cités pour les crimes commis en Afghanistan. Et donc les États-Unis étaient très mécontents de cette situation. C'est pour cela qu'ils avaient décidé de punir Madame la procureure. Alors revenez chez nous, monsieur le procureur, plutôt monsieur le juge, par rapport aux crimes qui sont commis, notamment dans la partie est de notre pays. Oui. Les Nations Unies, l'émanation même de la CPI, ont documenté plus d'une fois des crimes commis par
les pays qui nous agressent en permanence, le Rwanda, l'Ouganda, etc., les rapports mapping, le gouvernement congolais vient de publier même un livre blanc. Aucune fois, je dis bien, aucune fois, et je prends à témoin ceux qui nous suivent, la CPI n'a initié une mission d'enquête contre le Rwanda, contre les officiels rwandais, contre les militaires rwandais, au vu et au su de tout le monde. Vous avez peur de qui? Bon, très bien. Merci beaucoup pour la question. Toujours, pardon, pour compléter le premier sujet, vous aviez dit qu'on ne s'occupe que de ce qui se passe en Afrique. Je précise aussi que pour le moment, nous avons beaucoup de dossiers en Ukraine que le procureur a initié et qu'il y a des enquêtes qui se font là-bas dans le cadre du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. Bon, maintenant je reviens à l'Afrique et à l'Est. Oui. Vous êtes en train de citer des pays. Hein. Vous avez cité le Rwanda et un autre pays. Ce n'est un secret pour personne. Tout à fait. Le Rwanda, l'Ouganda. L'Ouganda. Oui. L'Ouganda, c'est notre membre. L'Ouganda est parti au statut de Rome. Bon, ça, il faut que je vous signale deux choses. D'abord, il y a le principe de complémentarité. Nous sommes une cour de dernier ressort. Nous ne nous occupons pas de tous les dossiers et surtout pas de menus fratins. Nous ne nous occupons pas de vol de bicyclettes ou de 2 ou 3 assassinats. Non. Nous nous occupons de crimes les plus graves, et je vous ai cité 4, et cela seulement en complémentarité lorsque un pays ne peut pas ou ne veut pas, en anglais nous disons un able or un willing, genuinely unwilling, un pays qui authentiquement ne peut pas. Bon, alors, dans les cas d'espèce. Juste une minute, je précise. Oui? Par rapport à l'article 13 du statut de Rome, qui prévoit les conditions d'exercice pour la compétence de la Cour, soit un pays saisit la Cour, première condition. Deuxième condition, soit le Conseil de sécurité saisit la Cour, ou le procureur proprio motu, c'est-à-dire de son propre initiative, oui, s'auto-saisit, auquel cas le procureur a besoin de la division préliminaire, pour avoir l'autorisation, pour valider en quelque sorte, l'autorisation d'investiguer, d'enquêter, et éventuellement pour venir vers nous pour demander qu'on lui signe des mandats d'arrêt. Maintenant, je reviens à la situation de l'Est. Est-ce que nous rentrons dans cette catégorie? Bon, vous savez, quand on est au niveau international, le droit pénal international est un droit qui est à la limite entre le droit et le pouvoir, et la science politique. Vous avez accusé la Cour de s'attaquer aux Africains. À l'époque, nous avions déjà le président Gbagbo, on avait le vice-président Jean-Pierre Bemba, on avait le président Uhuru Kenyatta et beaucoup d'autres présidents africains. Nous devrions aussi regarder de l'autre côté, au Venezuela, en Amérique latine. Donc, vous êtes passé pendant 20 ans. Attendez, juste une minute. À ce moment-là, oui. Donc, à ce moment, je me rappelle, la procureure Fatou est passée aussi au Congo 2 ou 3 fois. Elle a parlé avec les autorités. Je ne sais pas ce qui avait été dit, mais l'affaire a été un peu gelée. Enfin, pas gelée, mais disons, on n'a pas fait de poursuite. Parce que, voilà la situation. Maintenant, c'est différent. Alors, justement, maintenant, c'est pour cela que je suis là. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Je ne suis pas procureur, hein. Je suis juge. Mais je suis congolais. Alors, évidemment, la situation du Congo ne m'est pas indifférente. Alors, Mais est-ce que ça ne vous choque pas, monsieur le président? Je préfère répondre à votre première question. Je vous en prie. Non, parce que, en tant que Congolais, nous sommes tous deux Congolais. Lorsque vous voyez vos compatriotes, jetez un coup d'œil ici, vous allez voir. Oui. Ça c'est au Congo, ça. C'est terrible. N'est-ce pas? C'est terrible, oui. Laurent Gbagbo a été arrêté. C'est terrible. Oui. Il a été arrêté. La Côte d'Ivoire n'avait pas ratifié les traités de Rome. Oui. C'est exact. Oui, la Côte d'Ivoire n'a pas ratifié. Les élections venaient à peine se terminer en Côte d'Ivoire contre Ouattara. Jean-Pierre Bemba a été arrêté alors que la RDC n'avait pas épuisé, si vous voulez bien, une procédure contre Jean-Pierre Bemba, parce que vous avez dit que vous êtes une cour, on va dire, des derniers ressorts, mais ça fait 20 ans qu'il y a plus de 10 millions de morts, mais
les grandes puissances, je pense, qui sont derrière la CPI, ne vous autorisent pas à poursuivre Paul Kagame ni Museveni. Bon, très bien. Alors, je vais répondre de façon méthodique pour que je ne l'oublie pas. D'abord, pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, au moment où le président Gbagbo a été poursuivi, la Côte d'Ivoire n'était pas notre parti, n'était pas partie au traité, mais la Côte d'Ivoire a fait une déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour, en vertu de l'article 12 du traité de Rome. Donc, elle a accepté qu'on puisse s'occuper de ces cas-là. Donc, cela a été fait. Ça, c'est l'ancien président Sarkozy qui était à la manœuvre et tout ça. On a lu beaucoup de... Ça, c'est de la politique. Moi, voilà. Pas de la politique. Maintenant, en ce qui concerne nous pour l'Est du pays, je vous le disais, je suis là parce qu'à cause de ça, je remercie, parce que nous avons reçu au début de ce mois la visite de son Excellence Madame la ministre de la Justice, qui est venue avec l'autorisation de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je remercie parce qu'il a autorisé Madame la ministre de venir nous saisir, et c'est pour cela que je suis très content, parce que maintenant, vous vous rappelez, je vous ai dit l'article 13, les conditions d'exercice de la compétence, saisi par l'État, ou bien le Conseil de sécurité, ou bien le procureur. Maintenant, nous avons l'État qui nous a saisis. Alors, nous sommes en train de travailler. Le procureur va envoyer son équipe ici au mois de janvier pour commencer les enquêtes préliminaires, justement. Et moi-même, j'espère discuter avec les autorités ici pour quelques arrangements. Le procureur lui-même va venir en février ou au mois de mars pour vraiment faire quelque chose. Je voudrais profiter de votre plateau pour dire à mes compatriotes qui sont à l'est de notre pays... Qui vous suivent avec beaucoup d'insistance et même beaucoup d'attention. Tout à fait. Je prends très au sérieux... Parce que derrière ici, il y a quelqu'un qui a été reproché à plusieurs fois d'être à la base de beaucoup de crimes. Oui. C'est exact. Bon, justement, vous voyez, je vous ai dit que nous étions une juridiction de dernier ressort. Et pour les crimes commis par des délinquants, des perpétrateurs de haut niveau. Mais c'est parce que nous voulons vraiment traiter cette histoire du Congo très sérieusement que le bureau du procureur va venir au mois de janvier pour commencer les investigations. Le procureur lui-même va venir. Et, selon ce qu'il m'a dit, il va installer un bureau. Il change de dessin. Yes, oui, un bureau. Oui. Pour le moment, nous avons un bureau. Hein. Oui, nous avons une représentation, c'est deux greffes. Oui. J'en profite pour vous dire que nous avons 4 organes à la Cour. Nous avons la présidence, qui est collégiale, donc le président et le vice-président qui prennent des décisions ensemble. Oui. Et nous avons les chambres, donc la chambre d'appel, d'abord, pardon, la chambre préliminaire, la division, parce que je suis en train de mélanger le français et l'anglais, la division préliminaire, la division de première instance et la division d'appel. Ensuite, nous avons le bureau du procureur et enfin le greffe. Ce que vous avez ici à Kinshasa, c'est un petit bureau du greffe qui est là pour s'occuper de l'administration, des victimes, des choses comme ça. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'un vrai bureau du procureur pour venir s'occuper sérieusement de la situation du pays. Alors, je peux dire à mes compatriotes qui sont dans la partie orientale de notre pays que ça me fait très mal de voir les exécutions, les assassinats, les masses de femmes et d'enfants en train de errer partout dans le pays. Je peux dire que ces crimes ne resteront pas impunis. Les délinquants seront sérieusement châtiés. Tout ce que nous attendons, c'est que le procureur nous amène des résultats de ces enquêtes qui vont bientôt commencer. On continue avec notamment le M23. Explique-nous un tout petit peu. Oui. On sait que le Rwanda n'a pas ratifié non, pas du tout. La CPI. Est-ce que vous êtes à même de poursuivre des ressortissants étrangers qui commettent des crimes dans des pays voisins, même si leur pays d'origine n'a pas ratifié le traité de Rome? Tout à fait. Je vous ai tout à l'heure cité l'article 12 du statut de Rome qui parle des conditions préalables. C'est-à-dire, normalement, nous intervenons
dans les pays qui ont ratifié. Mais aussi, nous intervenons lorsque le délinquant est ressortissant d'un pays membre, d'un pays État partie. Pour nos crimes commis par le M23, ces crimes sont commis sur le territoire congolais. Oui. Le Congo est partie du traité de Rome. Oui. Donc, quelles que soient les nationalités des délinquants ou des perpétrateurs qui viennent commettre leurs crimes chez nous, nous sommes en droit de les poursuivre. Et ce sera fait. Et si jamais leur pays d'origine récupère ces délinquants, il faut les appeler comme ça, et qui les protège chez eux, est-ce que vous avez mandat pour aller les chercher là-bas? Bien. Là, c'est une très bonne question. Nous n'avons pas de police internationale. Oui. Nous comptons sur la coopération des États. Nous comptons sur la coopération, mais nous avons une arme très puissante. Oui. Nous pouvons en faire des fugitifs. Oui. C'est-à-dire, d'abord, nous allons remonter la chaîne de commandement. Hein, parce que ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas les petits délinquants qui commettent le meurtre. Oui. Hein, nous cherchons vraiment des vrais responsables. Oui. Alors, ceux-là, ils peuvent peut-être se cacher dans un pays qui n'est pas signataire. Oui. Nous pouvons demander la coopération de ce pays, n'est-ce pas? Mais ce pays peut refuser. C'est possible. Dans ce cas, la personne devient fugitive, ne pourra plus sortir, ne pourra plus aller nulle part. Et c'est là qu'intervient le mandat d'arrêt international. Oui, et croyez-moi, c'est une arme très puissante. Hein. Pourquoi, par exemple, croyez-vous que la procureure Fatou a été tenue? Parce que, supposez, par exemple, quel que soit le pays, hein, oui. Nous émettons un mandat d'arrêt, par exemple, contre un officiel, un ministre américain, oui. un président américain, ou russe, ou chinois, je ne sais pas lequel. Oui. Il ne peut plus voyager. Il ne peut plus voyager. Mais comment il va faire sa politique? Parce que, par exemple, tous les 27 pays de l'Union européenne sont membres de la Cour pénale internationale. Vous êtes ministre par exemple, rwandais, oui. Vous dites, voilà, vous voulez faire une visite à Bruxelles, l'Union européenne, ou en Pologne, oui. On vous dira, ne venez pas. Parce que si vous venez, nous vous arrêtons. Nous sommes un État de droit. Et donc, votre politique est paralysée. Si nous faisons de quelqu'un un fugitif, c'est très sérieux. Sans oublier qu'il peut être imprudent. Il arrive dans un pays et nous le prenons. Nous en avons beaucoup là-bas chez nous dans notre centre de détention, oui. Qui tout à fait naïvement, j'ai pris un billet le jour de Noël pour aller en fête quelque part, oui. Et il arrive dans un aéroport et puis on le saisit, on l'amène à La Haye. Voilà, donc vous allez passer votre vie dans l'incertitude, et ça, ce n'est pas possible. Alors, revenons un tout petit peu sur ce que nous avons déjà gagné. La RDC a gagné un procès au niveau de la Cour internationale de justice, oui. Contre l'Ouganda. Dans ce qui s'est commis, notamment à Kisangani, affrontement avec les Rwandais, et ensuite, sur le plateau continental, là-bas, on a on perd beaucoup de nos richesses là-bas, mais surtout par rapport à ce qui s'est passé en Ouganda, plutôt entre le Rwanda et l'Ouganda, à Kisangani, la guerre de 6 jours. Pourquoi ça traîne? Là, vous n'avez pas engagé la Cour internationale de justice, mais en tant que professeur de droit international et surtout un grand juge au plan international, pourquoi ça traîne pour que l'Ouganda ne nous paye pas? Et est-ce qu'à votre niveau aussi, il y a des indemnités en cas de condamnation ou de non-condamnation, par exemple, pour le cas de Jean-Pierre Bemba, qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore touché son argent? Bon, alors vous me posez deux questions. Première et deuxième question. Oui. Évidemment, en tant que Congolais et juriste, je suis la situation là-bas au niveau de la Cour internationale de justice. Oui. Je sais que l'Ouganda a été condamné à nous verser des indemnités. J'ai suivi un peu. Pour le moment, la procédure est encore en cours. Oui. Mais je ne la maîtrise pas très bien. Oui. Je ne voudrais pas m'engager sur ce dossier. Oui. Je ne veux pas vous répondre là pour le moment. Mais sur le principe. Oui. Le principe est qu'on a l'impression qu'il y a souvent des arrangements, vous, au niveau de la justice internationale, oui. Entre les États, lorsque un État est parfois fort,
vous trouvez des modalités d'arrangement, et les choses se traînent en longueur, ça traîne en longueur. Dans le cas de l'Ouganda, par exemple, on dit que, voilà, on lui a accordé règlement à l'amiable, on a divisé par 2, enfin, vous ne pas entrer dans le détail, mais ce que je voulais savoir, moi, est-ce que vous respectez souvent la procédure au niveau de la Cour pénale internationale? Quand on a vu le désastre avec Laurent Gbagbo, qui a été innocenté finalement, le désastre avec Jean-Pierre Bemba, qui a été innocenté aussi, est-ce que vous prenez au sérieux lorsque vous entamez des procédures? Bien. Alors, évidemment, le principe, c'est la réparation. Hein. On doit réparer. Pour, en ce qui concerne notre dossier avec l'Ouganda, oui. Selon ce que j'ai appris, c'est que notre argumentation au niveau de la Cour n'a pas été assez solide pour démontrer... Ça, c'est nous, Congolais. Oui, le bien fondé des chiffres que nous étions en train de demander. Oui. Encore une fois, je ne connais pas les détails, je ne veux pas aller là-dessus. Mais pour la Cour pénale internationale, le principe, c'est la réparation. Oui. C'est d'ailleurs ce qui fait que cette Cour soit unique en son genre. Bon, unique parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous avons une Cour criminelle permanente, mais aussi unique parce que c'est la première fois que nous avons le rôle et la place de la victime reconnue. La victime peut se présenter devant la Cour, peut s'exprimer, et surtout, la victime doit être réparée. C'est ce que nous faisons maintenant, par exemple, en ce moment, en Ituri, nous sommes en train de payer là-bas des réparations aux victimes, de réparation individuelle de l'argent que nous donnons aux individus victimes. Il y a aussi des réparations collectives, par exemple la construction des hôpitaux, des écoles, etc. Et aussi des réparations symboliques. Ça, c'est quand un crime a été commis, nous avons un responsable qui a été condamné et qui doit réparer. Mais le responsable est indigent, il n'a pas d'argent. Oui. À ce moment-là, nous avons de l'argent. Nous avons un fonds commun pour les victimes, Trust Fund for Victims, qui donne de l'argent et nous donnons à nos victimes. Nous payons, et c'est très sérieux, on donne beaucoup d'argent. Maintenant, ce que vous me demandez sur le vice-président Jean-Pierre Bemba et sur le président Gbagbo, oui. C'est différent. Là, la personne a comparu devant les chambres et à la fin, la personne est acquittée. Oui. Vous demandez si on va réparer. Oui, en théorie, on doit réparer. Mais nous devons... En théorie, dites-vous. Selon le statut. Oui. Mais le terme aujourd'hui, le terme du statut, mettre le juge dans une sorte de carcan. Le juge est emprisonné parce qu'on demande que ce soit dans des cas d'erreur totalement manifestes pour que de façon exceptionnelle que le juge puisse utiliser son droit discrétionnaire. Vous voyez, alors, mon juriste, quand nous lisons tout ça, oui. Pour le moment, nous n'arrivons pas encore à trouver qui a rempli les conditions pour être indemnisé. Donc, ni Jean-Pierre Bemba, ni Laurent Gbagbo, personne n'aura rien. Ni même Charles Blé Goudé, oui. Pour le moment, il n'a pas pu recevoir de l'argent non plus. Oui. Mon juge, parce que moi j'étais dans le dossier du vice-président. Alors, nous avons demandé à l'Assemblée des États partis de revoir le libellé de l'article 85 du statut pour permettre au juge d'accorder l'indemnité qu'il mérite à ceux qui ont été injustement détenus. Disons, pas injustement, mais disons de façon indue. Il a écrit ici, la CPI, ses devoirs, son pouvoir, ses limites. Ah oui. En réalité, question pour vous, nos compatriotes qui nous suivent en ce moment, oui. Notamment à l'Est, oui. Nous avons perdu plus de 10 millions de compatriotes. C'est exact. On sait que vous êtes lent, trop lent parfois. Les enquêtes, etc., etc. Quand est-ce qu'ils peuvent attendre de vous? Vous êtes deuxième vice-président, c'est-à-dire que vous êtes les trois, parmi les trois qui décident collégialement à la CPI, oui. Vous êtes l'un de ces trois. Oui. À quand on peut attendre de la part de la CPI une procédure rapide, efficace, pour que les victimes congolaises soient un tout petit peu réhabilitées? Bon. Les victimes congolaises,
pour le moment, il y a des victimes, il y a des gens qui reçoivent des réparations, par exemple les victimes des commerces au Rwanda. Non, je ne parle pas d'Ituri, moi. Je parle de Nord et Sud Kivu, surtout le Nord Kivu. Nord et Sud Kivu, oui. Ça me fait très mal, et c'est pour ça que je suis là. En tant que juge, ma mission, c'est de faire en sorte que le procès puisse être mené de façon rapide et équitable. Là, le procureur, parce que moi, je dépends du procureur. Le procureur est en train de travailler sur notre surveillance. C'est vous qui l'autorisez, ce procureur, n'est-ce pas? Le procureur, parce qu'on n'a vraiment pas le temps pour tout développer, mais oui. Le procureur peut commencer les enquêtes, ce qu'on appelle en anglais, preliminary examinations, oui. En français, examen préliminaire, oui. Oui, voilà. Et maintenant, pour aller, l'examen préliminaire se fait à la haie, dans son bureau. Pour sortir de la haie, venir sur le terrain, il a besoin de notre autorisation, oui. De la division préliminaire, où je suis juge. Oui. C'est pour cela que je dis, je suis très attentif à cette situation. Alors, maintenant, moi je pense que nos victimes du Nord et du Sud Kivu pourront voir la justice très rapidement, en tout cas avant la fin de 2023. 2023. Merci beaucoup. Ouais. Nous allons en tout cas suivre tout ceci de près. On va attendre l'arrivée de ces procureurs. Mais j'ai une petite question, la dernière. Oui. Il y a beaucoup d'ONG qui aimeraient bien porter plainte au niveau de la CPI contre des crimes qui sont commis dans notre pays. Est-ce qu'il est autorisé aussi aux groupements, aux individus, aux chefs coutumiers? Voilà, ça c'est Kichiché par exemple. On a enterré comme ça. Voilà, oui, on a enterré comme ça des dizaines de gens. Oui. Est-ce que ces gens peuvent, maintenant que vous allez ouvrir un grand bureau ici à Kinshasa, venir porter ces plaintes, même en groupe? Bon, encore une fois, je signale que ces crimes commis à Kichiché me font très mal, et c'est ma mission de veiller à ce que tous les perpétrateurs de ces crimes, tous les délinquants, soient poursuivis et sérieusement châtiés. Et cela se fera. Maintenant, les ONG, les personnalités, les chefs coutumiers. Voilà, je reviens encore à l'article 13. Qui saisit la CPI? Parce que nous avons trois façons de saisir. Je vous ai dit, le pays, le Conseil de sécurité et le procureur. Oui. Bon. Pour le pays, je répète, je suis très content de notre gouvernement, du chef de l'État et de notre ministre de la Justice, qui est venu à la haie. Et là, nous allons continuer les discussions. Mais le procureur peut aussi proposer mon tour. Alors maintenant, quand il va installer son bureau ici, à ce moment-là, les gens vont lui amener des informations. Les gens... En termes de documentation. De documentation, parce que nous travaillons sur base de preuves, hein, sur base de preuves. Donc, je suis juriste. Je ne peux pas dire que ces gens-là, ils exercent la cour. Mais disons, ils informent le procureur. Ils peuvent amener des éléments. Ils doivent amener des éléments. Parce que nous ne devons pas attendre le procureur. C'est ce que j'avais dit à Madame la ministre. Maintenant, nous avons nos propres officiers qui peuvent aller sur le terrain, commencer à rassembler des preuves. J'ai entendu un État voisin dire que le crime de Kichiché, c'est l'armée congolaise qui a commis... Comme d'habitude. Comme d'habitude. Évidemment, nous ne travaillons pas sur base de déclarations des uns ou des autres. Nous travaillons sur base de preuves. Et croyez-moi, la justice criminelle internationale est très capable. Bon, ça c'est un dossier qui est en cours, je ne veux pas beaucoup faire de déclarations là-dessus, mais parlons par exemple pour l'ex-Yougoslavie. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, moi j'étais juge de première instance dans l'affaire du général Tolimir. Le général Tolimir, c'était l'assistant du chef d'état-major général de l'armée de la Republika Srpska. C'est lui qui a à Srebrenica et à Jepa, sous sa direction, 4857 à peu près musulmans adultes et jeunes ont été attachés les mains dans le dos, amenés dans la forêt, liquidés, exécutés et enterrés dans la nuit ou au grand matin. Évidemment, les militaires serbes de la République Srpska pensaient que c'était dans le secret. Grâce au pays qui collabore avec nous, on nous a amené des
photos satellitaires, parce que sachez bien qu'au-dessus de nous, les satellites, ça tourne jour et nuit. Absolument. Alors, on pouvait voir, par exemple, aujourd'hui nous sommes le 30, le 29, là, les photos satellitaires montrent que la brousse était bien pleine, le feuille était là, et puis le 30 ou le 31, quelques feuilles arrachées, de remblais de terrain. Ah, qu'est-ce que se passe? On nous saisit, on nous signale, nous engageons de grands experts. Moi-même, j'ai été sur le terrain en ex-Yougoslavie. On procède à des exhumations. À l'occasion de ces exhumations, nous allons voir que, voilà, telle personne a eu le crâne troué, oui, ou bien les jambes fracturées, ou les mains attachées derrière le dos, ou et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de moyens pour avoir des preuves. Donc, quelqu'un peut dire qu'il n'a pas commis un crime, oui, comme nous, ça ne nous dit absolument rien. On n'est plus au Moyen-Âge, M. Jean-Marie Kassamba, où l'aveu était la mère des preuves. Summa probatio, la preuve suprême. Oui. Si quelqu'un dit j'ai fait, alors saisir le coupable. Oui. Aujourd'hui, non. Vous pouvez dire je fais. Il y a 1000 façons d'éprouver, effectivement. Il y a 1000 façons de prouver. Merci beaucoup. Voilà madame la ministre qui était venue. À qui je rends hommage. Voilà. Et je vous remercie en tout cas, monsieur le vice-président, oui, de ces passages à Télé 50. Je veux vous dire que cette émission sera alors partagée par notamment beaucoup de Congolais de la diaspora. Et aussi, c'est de nos compatriotes qui sont à l'est du pays. Je sais que et les Rwandais et les autres nous suivent. Et qu'ils soient maintenant prévenus parce que la CPI va s'installer en RDC et que votre bureau ici, cette fois-là, va utiliser de gros moyens d'investigation, des collectes d'informations et qu'on pourra avoir en tout cas justice pour nos compatriotes qui souffrent plus de 10 millions de morts. Merci encore. Merci beaucoup, M. Jean-Marie Kassamba. Merci à vous. Continuez à suivre votre chaîne. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.